Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Je suis originaire des Aurès, l'Ourès, une région berbère et berbérophone, arabophone aussi. Pourtant, je n'avais jamais entendu parler de Yennaïr dans mon enfance et dans ma jeunesse. Ni à Batna, ni à Khenchla, ni à Kaïs, ni à Constantine, ni nulle part dans l'Est algérien. La première fois que je l'ai rencontré, si je peux dire, c'était à l'ouest du pays, qui n'est pas berbérophone pourtant, à Sidi Bel Abbas, en 1979, en janvier 1979. J'ai été très étonné de découvrir la ville, en fait, de longues files de clients devant les bouchers pour acheter du poulet, des étalages somptueux de friandises en tout genre, cacahuètes, dattes, figues sèches, amandes, bonbons de toutes les couleurs. Et dans cette joyeuse ambiance, une bonne humeur générale, une société en fête. Très étonné, j'ai voulu savoir ce qu'était cette circonstance. Et les gens semblaient étonnés que je ne la connaisse pas. Quoi? Tu ne connais pas Yennaïr? Vous ne la fêtez pas dans votre région? M'ont-ils dit, m'ont-ils répondu. Et moi, j'étais étonné qu'ils soient étonnés à ce point. On m'expliqua donc que c'était Yennaïr. Par contre, personne ne put me donner plus d'explications. Tout ce que les gens savaient était que Yennaïr était une fête ancestrale qui avait toujours été fêtée, qu'elle se déroulait toujours le 11e ou le 12e ou le 13e jour de janvier et qu'elle était une sorte de nouvel an, l'occasion de se renouveler, de repartir du bon pied. Ce n'est que bien plus tard, grâce au combat pour la cause tamazight, que Yennaïr put retrouver ses lettres de noblesse, disons, au sein d'une société qui osait enfin affirmer ses valeurs, sa mémoire, sa tradition, ses traditions ancestrales, et jusqu'à son propre calendrier, celui qu'elle revendique du moins. Le problème est que Yennaïr n'a pas échappé malheureusement à des récupérations de toutes sortes. Certains salafistes n'hésitent pas à jeter publiquement l'anathème sur ceux qui le fêtent et n'hésitent pas à qualifier cette célébration de fête sacrilège, expression de rite animiste, anti-islamique, une pratique contraire à l'islam, nous disent-ils. Dans le même temps, le régime algérien, qui traverse des moments très difficiles, pour le moins qu'on puisse dire, a entrepris de récupérer tout ce qui peut le servir et ne craint pas de faire feu de tout bois. Et ainsi, dans le même moment qu'il fait sien un certain penchant de la société algérienne à plus de religiosité de façade, il n'hésite pas à envoyer une circulaire à ses imams, leur enjoignant de saluer dans leur prêche du vendredi la célébration de Yennaïr et de signaler aux fidèles qu'elle ne déroge en rien aux commandements islamiques. Voici quelques passages de la dite circulaire que je vais vous lire. À l'approche du Nouvel An amazigh de 1967, coïncidant avec le 12 Yennaïr de chaque année, que les Algériens ont coutume de fêter et à laquelle nous attachons une grande importance, nous vous demandons de recommander la commémoration adéquate de cette fête comme il se doit. Et cela à travers les sermons et les prêches du vendredi qui précèdent l'événement. Il est important d'insister que la commémoration de cette fête de Yennaïr ne déroge en rien aux valeurs islamiques, aux valeurs et aux préceptes de notre belle religion. Fin de citation. Sur l'autre trottoir, des extrémistes berbéristes ne sont pas en reste.
Je vous cite un petit extrait au vitriol d'un journal proche des courants séparatistes, sous le titre « Les Algériens ne célèbrent jamais Yennaïr ». Alors, l'article en question, je vous le lis en entier, il n'est pas très long. À l'exception de quelques régions berbérophones, les Algériens, dans leur écrasante majorité, ne célèbrent jamais le Nouvel An berbère. Ils ne se sentent pas concernés par cette date. Certains appellent même à la bannir. Du haut de leur pupitre et de leur tribune, les imams appellent à chaque Nouvel An berbère de bannir cette célébration. Leurs appels d'essence haineuse trouvent malheureusement de très larges échos. Des échos favorables au sein de la société algérienne. De ce fait, la célébration de Yennaïr se limite aux Kabyles, aux Chaouia et à certaines autres régions. La journée de Yennaïr, qui coïncide avec le 12 janvier de chaque année, n'est pas seulement rejetée par le pouvoir algérien, mais par une bonne partie des Algériens. Seul un État kabyle et des institutions de ce pays pourront réellement donner un cachet officiel à la journée de Yennaïr. Imposer aux Algériens de respecter cette date est une perte de temps, mais la célébration du Mawlid, le premier jour de l'an des arabo-musulmans, est imposée aux Kabyles. De ce fait, il est logique de constater que les Kabyles et les Algériens n'ont rien de commun, ni sur le plan linguistique, ni culturel, ni même dans la manière de pratiquer la religion musulmane. Tout les sépare. Ils n'ont que peu de choses en commun. Et voilà, fin de citation. Et rien n'échappe donc aux uns et aux autres, embusqués dans des attitudes de détestation réciproque et de haine, même en des occasions aussi heureuses que cette fête de Yennaïr. Aujourd'hui. Algérie Focus, Yennaïr, une date, un déni et des manœuvres par Massi M. Le matin d'Algérie, Yennaïr, jour de l'an Amazir, notre part d'universalité, par Ammar Naït Massoud. El Watan, en contradiction avec la nouvelle constitution. Yennaïr, toujours pas reconnu, par Nadir Idir. Yennaïr pour tous, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et j'aurai le plaisir, donc pour en parler, de recevoir Hassan Zahraoui, sociologue, qui va me rejoindre dans 2 minutes, et Rachid Hamatou, journaliste, qui nous parle depuis Batna. Rachid Hamatou, merci d'être avec nous. Allô? Rachid, merci d'être avec nous. Je t'en prie. Merci. Alors, Rachid, comment ça se passe? Est-ce que, d'abord, comment est fêté Yennaïr dans les Aurès? Ben, comme vous venez de le dire, comme vient de le dire Jamel, dans les Aurès, c'est au pluriel. Donc, il y a plusieurs fêtes. Voyez-vous, c'est comme ça. Dans les Aurès, chaque région, ça peut aller même à une tribu. C'est différent, c'est une mosaïque. Ça, c'est dans la richesse. Donc, mais il y a des points communs, il y a des particularités. On nettoie la maison, on prépare les pierres qui sont mises dans l'âtre, les 3 pierres. On amène les enfants chez le coiffeur. On fait une bonne soupe le soir. On mange à la franquette ensemble.
Donc la mère grand qui raconte une histoire, sinon maintenant c'est le relais des petites filles et des mamans qui racontent. On perpétue une tradition qui n'est jamais morte, qui n'est jamais passée au trépas. Elle a agonisé, mais elle n'est pas morte. Mais Rachid, vous et moi, nous sommes de la même région, donc Oui. Moi je me rappelle quand j'étais enfant et jeune, je n'avais jamais entendu parler de Yinaïr. Pourtant, Batna est au cœur des Aurès, c'est une région berbérophone, berbère. Comment se fait-il que nous ne le fêtions pas, cet anniversaire? Ben, Jamel, je n'insulte pas ton intelligence, au contraire. Batna n'est pas la capitale des Aurès. Batna, c'est le Cadma des Aurès. Batna a fait vécu aux Aurassiens. Batna a fait vécu vivre aux Aurassiens un leurre, c'est un leurre. Donc c'est l'Algérie profonde, ce qu'on appelle comme ça l'Algérie profonde, qui a sauvegardé, c'est la mémoire, c'est le génie populaire qui a gardé cette tradition millénaire. Et sans distinction, cher Jamel, sans distinction, elle est célébrée aussi bien dans les zones berbérophones que dans les zones qui ne le sont pas. Elle est partagée. Je ne suis pas chercheur, je ne suis pas linguiste, je ne suis pas anthropologue. Je suis juste un journaliste qui fait de l'information de proximité. Donc, je suis dans le terrain, sur terrain, et je suis en contact avec les acteurs. Je peux te donner un exemple. Dans la région de Sfiane, où vivent en harmonie des gens Chaoufone et d'autres noms, les deux, ils le célèbrent. Effectivement, quelque part, tu as raison. Batna, c'est une ville qui est un petit peu dans la négation de soi. Mais Rachid, moi je me rappelle, hein, quand j'étais petit, j'allais passer mes vacances à Taïs, par exemple. Khenchla, je connaissais le Meder, ta ville, hein, je connaissais, mais je n'ai jamais entendu parler de Yinaïr quand j'étais enfant. Même en dehors de Batna, En dehors de Batna, quand je dis zone Algérie profonde, je dis zone recluse, Jamel. Ah, tu parlais des Aurès, des montagnes, des... Effectivement, zone recluse, zone qui n'ont que l'enclavement et l'éloignement. C'était ce lot. Donc c'est peut-être sans le vouloir, ce ne sont pas des militants ces gens-là. Sans le vouloir, ils ont maintenu cette tradition plurimillénaire. Tu me parles de Khensla. Ah, Chécher, ya Babar, ya Tabردga, ya Khiran, il le fait. J'ai été chez, puisque tu me parles enfin un discours familial, j'ai été chez une de tes cousines, une tisseuse. Ah oui, c'est ma cousine connue pour tisser le tapis Nemoshi. Eh bien, tiens-toi bien, cette dame qui se dit ne pas être Chaouia ou ne pas être berbère, elle le fait mieux que personne, cette fête. Elle fait Yinaïr, elle fait Sifsuin, la fête de l'automne, et elle tisse mieux que personne. C'est l'une des meilleures dans la région. Là, il faut dire qu'elle est le produit de deux richesses identitaires. Exactement, exact. Elle est le produit d'un brassage. Vive le brassage. Absolument. Et je la salue au passage. Ma chère cousine. Il y a aucun souci, avec plaisir. Oui, je rappelle, dans la langue maternelle, le Chaouia. Oui. Rachid, merci infiniment, ça a été un plaisir. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère qu'on se reverra plus souvent et que vous viendrez dans nos émissions plus souvent. Merci infiniment, Rachid. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture Chaouia. Merci infiniment. Au plaisir. Et j'ai avec moi Hassan Zahraoui, sociologue, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. Je vous souhaite Asgouassam Gaz. Voilà. Je l'ai appris difficilement tout à l'heure. C'est pas difficile. J'avais peur d'inverser. Oui, Asgouassam Gaz, mais le calendrier, enfin en tout cas, Yinaïr, c'est quelque chose qui est communément partagé en Afrique du Nord, même au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire, bonne année, tout simplement? Oui, ça veut dire oui, bonne année. En fait, on utilise deux expressions, voire trois. On dit Thabourth Ousgouas, la porte de l'année, ou Amenzou Ousgouas, le premier jour de l'an.
Mais donc, c'est une forme de dire, oui, c'est une bonne année, c'est-à-dire que c'est comme ça que, et quand ils disent la porte de l'année, ça veut dire on ouvre sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui doit apporter quelque chose. Un renouvellement. Un renouvellement, voilà. D'ailleurs, nous allons parler tout à l'heure, le calendrier berbère et Yinaïr, le calendrier berbère qui est un calendrier agraire, oui, solaire, tout à fait. Oui. Et qui donc, dans le renouvellement, beaucoup de gens pensent que Yinaïr, c'est la fête du printemps. En fait, c'est l'annonce d'une nouvelle année, d'une nouvelle... tout à fait. Voilà, tout à fait, c'est parce que c'est avec justement le solstice d'hiver qui annonce, parce que le soleil atteint son maximum, donc du coup l'hiver atteint son, et que le soleil atteint son maximum, il commence à remonter. Il est descendu au plus bas, il commence à remonter à partir du 21 décembre. Oui. Du coup, donc c'est l'ensoleillement qui commence. Et la vie à l'intérieur de la Terre commence à se réveiller doucement pour annoncer l'arrivée de la vie. Tout à fait, l'arrivée de la vie, tout à fait, l'arrivée de jours nouveaux, de jours opulents et de jours heureux. Inch'Allah, al-Naskoul. Al-Naskoul, bien sûr. Alors, tous ceux qui nous regardent, al-Maghribiya, où qu'ils soient. Merci beaucoup. Alors, d'abord, et la famille tac. Allah yaishk, untathani kif kif. Alors, donc, pour ceux qui ne connaissent pas Yinaïr, un petit historique. Oui, on peut faire le petit historique sur le temps, la mesure, la façon dont les êtres humains ont essayé de mesurer le temps. On peut commencer par les sociétés les plus anciennes. Parce qu'au début, les êtres humains étaient confrontés à la mesure du temps, comment faire avec les saisons. C'était des sociétés agricoles, les premières sociétés humaines. Oui. Donc c'était des sociétés agricoles. Comment mesurer le temps? Or, ils avaient la seule observation qu'ils pouvaient faire, c'était celle de la Lune. Ils regardaient la Lune et les lunaisons, mais les lunaisons ne correspondaient pas au cycle agricole. Et du coup, ils se sont posés beaucoup de questions, parce que la Lune, c'est 354 jours. Hein, le seul calendrier, d'ailleurs, qui reste encore lunaire. C'est pour ça qu'il y a 10 jours de moins que le calendrier solaire, l'année solaire, et que, par exemple, Ramadan se déplace chaque année de 10 jours jusqu'à faire le tour complet de l'année. Selon la tradition prophétique, normalement, le Ramadan devait toujours être à la même période, mais paraît-il que les Omeyyades ont changé, donc ils se sont calés sur le calendrier, maintenant les calendriers grégoriens, qui est devenu un calendrier universel, qui lui est un calendrier solaire. Oui, calendrier solaire. Alors, 365 jours écart. Oui, écart. Et puis après, les années bissextiles. 25. Jusqu'à aujourd'hui, les astrophysiciens et même les leaders politiques et même les leaders de société se posent la question de la validité même du calendrier grégorien, qui n'est pas très juste. Il n'est pas encore tout à fait exact, malgré tous les calculs astronomiques des astrophysiciens. Et les contorsions bissextiles. Oui, tout à fait. Les jours qui ne reviennent pas tous les 28 ans. Le même jour revient à la même date. Tous les 28 ans seulement. Alors les premiers, donc, c'était les Mayas, c'était les Babyloniens, les Assyriens, utilisaient le calendrier lunaire. Les pharaons, donc les Égyptiens, utilisaient le calendrier lunaire. Et puis petit à petit, les premiers à avoir utilisé le calendrier solaire, qui se sont dit, mais ça ne correspond pas au cycle agricole, au cycle agraire, donc le printemps, l'hiver, l'été, l'automne, ça ne correspond pas tout à fait. Donc les Égyptiens ont été les premiers, parmi les premiers avec les Mayas, à utiliser le calendrier lunisolaire. Ils ont essayé de faire des calculs et ils sont arrivés donc en intercalant des mois à pouvoir avoir une année de 360 jours, c'est-à-dire 365 jours, qui fait la révolution donc solaire. Et au départ, c'était donc tous les peuples pratiquement utilisaient le calendrier lunaire. Et il y avait toujours quelque chose de religieux au fondement des calendriers. De religieux et d'agraire. Et d'agraire, bien sûr. La terre, bien sûr. La terre est religieux et d'agraire. La terre. Voilà. C'était la société d'alors. C'était la société d'alors. Et les Mayas, eux, ils avaient donc un calendrier ils avaient deux calendriers, un calendrier civil par exemple et un calendrier qui était religieux. Et ils distinguaient les deux. Et j'ai compris, quand on a annoncé la fin du monde en 2012... La fameuse prédiction Maya. Oui. C'est la prédiction Maya, parce que c'était un cycle de 5137 ans
qui arrivait à la fin, bon, le chiffre, je ne me rappelle plus avec exactitude, mais c'est à 1000 et quelques années, parce que le cycle maya, ils avaient plusieurs. Ils avaient le Toun, ils avaient le Baktoun et le Katoum. Et le Katoum, c'est l'ensemble des Toum et des Baktoum. Et le cycle maya comprenait 5000, je crois, si mes souvenirs sont bons, 137 ans. Mais peu importe, je veux dire que c'est au-delà de 5000 ans. Et pour les Mayas, il y a d'abord la naissance, ensuite le développement et la destruction. Et à partir de la fin d'un cycle, il y a la fin d'un monde. Oui. Et les êtres humains contemporains ont interprété la fin d'un monde comme la fin du monde. Oui. Ouais, c'était la fin d'un cycle, en fait. C'était la fin d'un cycle, oui. Et ça correspondait très très bien à la fin du cycle maya. C'est extraordinaire. Et alors nous en arrivons à l'Empire romain qui avait avant le calendrier julien. Hein, avant. Il avait un calendrier secret. Secret, dit de la République romaine, tout à fait. Et Jules César, donc, le dit calendrier commençait en mars. Oui, il commençait en mars. Oui, bien sûr. Jules César arrive et il adopte un nouveau calendrier, très bien calculé. Oui. Et dans le premier jour commence le 1er janvier. Oui. Et janvier, pourquoi? C'était la figure de Janus. Bien sûr, Janus, qui avait les deux faces, la face fait l'année passée et l'année qui vient. Tout à fait. Et donc vient donc le calendrier julien sur lequel, et là j'arrive à une question très importante, sur lequel semble être calqué le calendrier berbère. Tout à fait. Puisque c'est les mêmes mois, c'est vraiment du... Oui, c'est pour ça qu'il y a un décalage d'ailleurs par rapport au calendrier grégorien. Voilà. Alors, exactement. Le calendrier julien, alors les Romains, ils avaient un calendrier qui était tenu secret jusqu'en 305 avant Jésus-Christ. Et un esclave, un jour, a dérobé le code et l'a rendu public. Et du coup, pourquoi était-il tenu secret? Parce que apparemment les prêtres, ça avait un usage sans doute religieux, à la fois religieux et politique. Je pense il y avait beaucoup de rituels. Voilà, beaucoup de rituels. Régler les sacrifices. Absolument. Et donc, du coup, et surtout que les esclaves ne devaient pas être au courant, ni le public. Donc, c'était quelque chose qui était tenu secret. Mais il l'a rendu public à partir de ce moment-là. Bon, Jules César, quand il est arrivé, donc 46 avant Jésus-Christ, il s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce calendrier romain ne correspond pas au calendrier agricole. Il nous faut un calendrier solaire. Alors, après les Égyptiens, les Hébreux ont été les premiers à avoir bénéficié, avec les pharaons, du calendrier unisolaire, l'unisolaire, donc la Lune, mais avec des mois intercalés, avec le Soleil. Eh bien, cela était dû à l'astrophysicien Méton, grec, 5e siècle avant Jésus-Christ. Je rappelle que l'unisolaire, ça ne veut pas dire uni. Non. C'est lune et soleil. L'unisolaire. J'avais dit c'est lunisolaire en vérité. Oui. Et donc, Méton, en calculant le nombre de jours qui correspondaient à des lunes, et sur 19 années, il est arrivé à trouver le calendrier donc solaire qu'ont adopté les Hébreux, les Égyptiens, et les Mayas, les autres ont trouvé, étaient bien avant, avaient déjà trouvé des systèmes. Mais c'est Méton qui, lui, fait le basculement en faisant des calculs puisqu'il était donc astronome, et il faisait des calculs très pointus. Et Jules César, donc, quand il arrive, puisque c'est de cela qu'il faut parler, puisque nous, en Afrique du Nord et au-delà, de l'Afrique du Nord, eh bien, nous avons 4 formes de calendrier, les Imazirones, les Berbères. En fait, il y a le calendrier grégorien, qui est un calendrier chrétien. Il faut bien le préciser, c'est un calendrier religieux. Pape Grégoire. Oui, absolument. Mais qui viendra bien après. Bien sûr, bien après le calendrier julien. Oui, je réponds donc à Jules César. Pour le calendrier, nous, on utilise le calendrier julien, le calendrier grégorien, calendrier agraire et le calendrier musulman, bien sûr. Qui est lunaire. Qui est lunaire. C'est le seul qui reste lunaire dans le monde. Donc, 350 jours, c'est pour ça que le Ramadan recule chaque année de 10 à 11 jours. Ça dépend. Voilà, ça dépend si c'est des années bissextiles ou pas. Et donc, Jules César, il dit qu'il faut mettre de l'ordre. Il met de l'ordre en 46. Et alors, en 46 avant Jésus-Christ. Voilà. C'est très important de retenir cette date. Absolument. 46 avant Jésus-Christ. Certains disent avant 45. L'an 1 de l'ère chrétienne. Absolument. D'accord. 46 avant Jésus-Christ. Il met de l'ordre, donc il crée finalement un calendrier qui va être valable un certain temps. Et puis, à un moment donné, parce que ça ne correspondait pas à la Pâque
chrétienne ne correspondait pas tout à fait au printemps, à l'équinoxe du printemps, donc il fallait trouver un système. Le pape Grégoire, donc 13, oui. Il arrive, il dit, bon, le calendrier julien, il a servi, mais il est trop long, il dépasse de 11 jours, plus 40, 11 jours, non, 11... oui, je crois que c'est 11 heures et quelques secondes. Pourquoi on disait corriger, il voulait corriger un dysfonctionnement séculaire? Pourquoi on utilise ce terme? Séculaire parce que ça faisait très longtemps que c'était depuis Jules César jusqu'à le concile de Nicée. De Constantin, de l'Empire Constantin. C'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question, parce que c'est lié aussi à la naissance de Naïssa, naissance du Christ, Jésus-Christ, qui nous apporte sa bénédiction, puisqu'on parle voilà, qu'il est dans le Coran al-Karim. Évidemment. Donc, c'est pas... Et là, comme Grégoire XIII, donc en 1575, il avait décidé de réformer le calendrier julien. Il s'est dit, ça ne correspond pas pour les dates chrétiennes, la fête de Pâques, etc. Il faut qu'elle tombe au printemps, donc la première lune après le printemps, donc la première pleine lune. Hein. Et le pape Grégoire décide donc de faire le calendrier grégorien. Et celui-là, il est calculé. Celui que nous vivons. On est donc on est aujourd'hui l'actuel. Voilà, nous sommes dans le 12. Mais avant, revenons au calendrier julien. Comment se fait-il que le calendrier julien coïncide, mais alors copie-coller, avec le calendrier berbère, alors que le calendrier berbère prétend être né 950 ans avant l'ère chrétienne? Très bonne question. C'est très important de le savoir. Très bonne question. En fait, la date que retiennent les Berbères, les Imazighen, de 1900, nous sommes donc en année de 1967 aujourd'hui. Oui. Donc, ce n'est pas, c'est quelque chose qui relève plutôt de la symbolique et de la mythologique que de l'histoire vraie, parce que au fond, ce sont les militants de l'Académie berbère. Oui, Shishnak premier, ce sont les militants de l'Académie berbère dans les années 70. Youssef en avait parlé ici tout à l'heure et hier avec moi, qui ont décidé donc d'adopter le calendrier berbère à partir de la prise de pouvoir de Shishnak Ier de la 22e dynastie pharaonique. Il a fait un coup d'État, et c'est un roi lébou. Et le mot, il venait d'où? De Libye? Oui, et on dit que... parce que, au fond, quand on utilise le terme lébou, on pense plutôt à l'écriture libyque. Dont parle, et ce peuple lébou, Hérodote en parle. Hérodote, 5e Hérodote en parle, et de la Nubie, de la Libye, ces régions-là, qui à certains moments étaient partis à la conquête de l'Égypte. Et les militants de l'Académie berbère, auxquels il faut rendre hommage, qui cherchaient des repères historiques, une légitimité historique à donner aux Berbères. Mais qu'ils soient aussi un peu romancés, un peu de gloire, un peu de... Oui, non, parce que le problème des Imazighen, des Berbères, c'est qu'ils n'ont jamais écrit leur propre histoire. Ce sont les autres qui l'ont écrite à leur place. Et du coup, ils sont partis dans les sables mouvants de l'histoire. Et il fallait bien... Et ce calendrier est important parce qu'il permet un repère identitaire. Quelqu'un de Batna, je le salue, je lui souhaite une Gwassam Gaz pour lui, sa famille, etc. Donc, et toute la famille, et toute sa région, et tous les gens qui nous regardent. Mais c'est important parce que partout où sont Imazighen, et même en Algérie, on réfléchit à le rendre jour férié, ce qui ne serait que logique. C'est une revendication aujourd'hui ouvertement déclarée. Hein. Absolument, mais parce que c'est un patrimoine de l'Algérie, c'est un patrimoine du Maghreb, c'est un patrimoine même au-delà du Grand Maghreb, si on veut, la Libye, et on peut inclure la Mauritanie, le Mali, le Niger, de là partout où il y a les Berbères. Du moins le nord Mali, le nord Niger. Absolument, là où se trouve Imazighen, jusqu'aux îles Canaries. Donc ils ont maintenant un calendrier par lequel ils s'identifient. Bien sûr, les pratiques. Comme toutes les légendes, j'allais dire, il y a une part de vérité, il y a une part de légende. Absolument. Et donc, cette histoire de Shishnak qui est allé en 1967 ans. Oui, 950 avant Jésus-Christ. Voilà. Alors, ce calendrier, pourquoi, vous n'avez pas encore répondu à ma question, pourquoi correspond-il, seconde par seconde, avec le calendrier julien, qui lui n'est venu que
900 ans plus tard. Oui, mais parce que... Est-ce que le calendrier julien a copié le calendrier berbère? Ah non, 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 pas du tout. C'est plutôt le contraire, c'est l'influence. Oui. C'est l'influence romaine qui fait que ça tombe. On a utilisé longtemps le calendrier julien. Qui était, je rappelle, qui était utilisé chez les Nord-Africains. Absolument. Ben oui. Le calendrier julien a été très longtemps l'une des rares régions à avoir utilisé le calendrier julien. Absolument. Et c'est resté. C'est cette tradition qui est restée. D'où ce décalage. Donc, on continue. C'est pour ça que j'avais parlé de 4 calendriers quand je parle des Nord-Africains, même des Berbères, des Imazighones. C'est que, effectivement, il y a 3 jours. Et puis, c'est une période, parce qu'il y a une façon maintenant de compter, du coup, le décompte des saisons. Maharos, par exemple, il commence le 13, le 12, le février, Fourar. Hein? D'ailleurs, même les vocables. Oui. C'est January, janvier. Absolument. On doit tout aux Romains. Au calendrier julien. Oui, oui, julien, absolument. C'est les noms les noms de janvier, février, mars, etc. Maharos, Fourar, etc. Et tous les noms par lesquels on prononce donc les mois en tamazirt, en berbère, eh bien, de toute façon, ils sont dus aux Romains. Et les premiers à avoir conçu une semaine de 7 jours, parce que comment on compte le temps? Il fallait compter les jours, les semaines, les mois et les années. Alors, ceux qui ont compté les premiers la semaine, ce sont les Hébreux. Et les Hébreux ont le plus ancien calendrier, cher monsieur. 5777. Ils ont fêté la Rosh Hashanah, maintenant c'est 5777. Pourquoi? Parce que les Hébreux font dater leur calendrier à partir de l'Ancien Testament, à partir de la Bible, donc de la création par Dieu, ça fait Allah, de la création du monde, et qui s'est donné 7 jours pour créer le monde, mais 6 jours de travail, un jour de repos qui est le jour c'est samedi, réservé au dimanche, le Shabbat. Ça devient le Shabbat. Donc ce sont les Hébreux qui ont mis les 7 jours. Mais sinon même ça c'est le côté. Comme pardonne le mot, c'est le côté un peu mythique de l'histoire. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est le côté religieux, disons, pour ne choquer personne. On reste toujours dans le monde. Mais le côté sur le plan scientifique. Ils peuvent dire, nous, notre calendrier date de 12 000 ans. Ça, c'est pour les astrophysiciens, ce n'est pas pour les paléontologues. Pour les astrophysiciens, le monde a commencé bien avant, pour les paléontologues. Donc, ça, c'est religieux, c'est une question de foi qu'on ne discute pas avec la raison. On s'y tient, on ne bouge pas, on ne sort pas du couloir. Voilà, on ne sort pas du couloir et on respecte. Chacun a ses convictions, ses croyances. Mais par contre, effectivement, du point de vue scientifique, on ne peut pas dire que le monde était créé, et selon la Bible, oui. Mais du point de vue scientifique, les scientifiques remontent à beaucoup plus loin. Des centaines de millions d'années. La Terre, il y a 4 milliards, 500 milliards d'années qu'elle existe, la planète, notre chère planète Terre. Bon, mais nous, on reste dans le domaine de l'explication de ce qui nous amène aujourd'hui, qu'on fête un peu partout maintenant. On l'a dit Batna, mais on l'a fait à Tlemcen. J'y arrive. Gardez vos connaissances pour la question. Je vous dis juste qu'on clôture un peu cette question. Donc, nous considérons que 2967 ans, c'est surtout dans la symbolique. Oui, c'est dans la symbolique. C'est un peu comme les Juifs qui disent notre calendrier a commencé à la création du monde il y a 5000 et quelques... C'est dans la symbolique, parce que c'est dans la symbolique et ça permet un référent historique. Ça permet de dire nous sommes une vieille civilisation, nous existons depuis bien avant l'ère chrétienne. Voilà, ce qui est vrai pour les Imazighones, puisqu'on atteste leur existence il y a 7000 ans, donc en Afrique du Nord, les pré-Imazighones, parce qu'après on tombe dans les royaumes numides, etc. Donc c'est plus loin, Mais on atteste il y a 7000 ans déjà l'existence des proto-berbères, disons les anciens berbères. Mais ceci, c'est vrai, parce que l'histoire se fonde sur des faits. Alors, dès qu'on n'a pas de faits, qu'est-ce qu'on a comme fait pour connaître l'origine des Berbères? Et l'origine des Berbères est très complexe
elle est aujourd'hui, il n'y a pas de réponse aux origines exactes. Il y a autant de thèses qu'il y a voilà, d'historiens antiques, qu'il y a d'historiens actuels. C'est ce que dit d'ailleurs un historien français de Marseille. Il dit, voilà, il y a autant d'hypothèses que finalement que d'auteurs. Que d'auteurs, que d'historiens, effectivement. Certains les font descendre des Cananéens, oui. D'autres disent que c'est une race endémique. Voilà, d'autres du Proche-Orient, d'autres du Moyen-Orient, d'autres, etc. D'ailleurs, on attend avec impatience que les tests génétiques ADN soient accessibles pour que nous allions tous en faire et savoir vraiment... Peut-être que ça va nous réconcilier. On va découvrir des racines communes des uns et des autres. Oui, mais les racines communes, les êtres humains, de toute façon, ont tous des racines communes. Absolument. Et il faut respecter la diversité humaine, c'est ce qui fait sa richesse. Non, c'est vrai que sur le plan historique, donc on a surtout les écrits romains, on a les sites archéologiques qui nous fournissent aussi un certain nombre d'éléments, de preuves de l'existence. On sait très bien que Massinissa a existé, mais c'est beaucoup plus loin. Oui. On sait que Jugurtha a combattu Rome, qu'il a été battu, que Massinissa que sans Massinissa, l'Empire romain n'aurait pas vaincu Carthage. Absolument. Autres, oui, que Massinissa, qui s'était allié aux Romains, a battu le sien, Syphax. Absolument. Et qu'il a laissé à Scipion le droit de régler son héritage. Absolument. C'est incroyable. Et moi, quand je suis allé à Rome, pour vous dire que quand on fait, je la répète parce que je l'ai déjà dit ailleurs, mais c'est important. Je suis allé à Rome, on m'a invité à l'université pour faire une conférence. Et quand j'ai eu l'auditoire devant moi, je leur ai dit, vous savez, moi, je suis content que Hannibal, qui pouvait brûler Rome, on lui disait, ses compagnons lui disaient, qu'est-ce que t'attends Hannibal? Jusqu'à présent, on n'a pas compris pourquoi il n'a pas fini son travail. Il n'a pas fini alors qu'il avait fait 90% de la destruction de Rome. Absolument. À quelques kilomètres de Rome, il décide de ne pas attaquer. Et alors, il était embourbé dans la neige et tout, il réfléchissait. J'ai dit, je suis très content qu'il n'ait pas détruite parce que votre ville est belle. Mais par contre, je ne peux pas vous pardonner d'avoir emprisonné, traîné devant la vox populi, devant le peuple, comme ça. Traîné comme un triomphe, un butin de guerre enchaîné. Absolument. Jugurtha. Et qui est mort de faim. Voilà. Et j'ai dit, vous ne l'avez même pas tué de mort naturelle, vous l'avez laissé mourir de faim. Qu'est-ce que ça m'a fait suggérer a posteriori? Sur le coup, je l'ai dit comme ça. Mais après, j'ai dit, mais voilà, un homme qui a fait quelque chose pour son peuple. Et quand on fait quelque chose pour son peuple, comment? Jugurtha, au moment où il allait mourir de faim, comme ça, il se dit, les Romains, les salauds, ils m'ont vraiment torturé, ils n'ont aucune humanité. Et je les ai combattus, ils devaient me respecter, me faire prisonnier, mais pas me tuer de cette façon. Mais jamais il ne se serait imaginé qu'un jour, un de ses descendants, je sais à la combien de générations, va le faire revivre à Rome. Et il a revécu à Rome. Et je rappelle, Jugurtha, qu'avant qu'il ne déclare la guerre aux Romains, il était parti à Rome, il n'en est pas revenu de la corruptibilité du Sénat romain qu'il achetait. Il avait pris avec lui des sacs d'or, il les achetait comme on achète des gens au marché. Et quand il est reparti vers la Numidie, vers son pays, à bord du bateau, il voyait Rome s'éloigner, il avait dit « Rome, ville à vendre si elle trouve acquéreur. » Oui, absolument. Donc il y a eu quand même, on voit bien qu'il y a les Imazirens ne tombent pas du ciel, qu'il y a vraiment une histoire incarnée aussi par Juba Ier, qui a été roi de Numidie, et Juba II, qui a Juba II, moi je suis moins chaud, Juba II qui est un assimilé, qui refusait ses ascendances berbères, qui disait plutôt moi je descends des dieux. Il a beaucoup fait pour la culture. Oui, effectivement. D'ailleurs, nous allons voir quelques images et puis nous allons revenir à d'autres questions, nous allons revenir sur Terre. Avec plaisir. أسنرسبها السوفر تقشيشيني اللي عندي الدرس إلا قرت نعرض سنة من سي يناير هذا اللي ون ثيبو عجيجين دعنا يناير إن زغرفين باش كتبنا لي بعشر وخال زيت أسنمشي دواء أنا باكم أنا عندها غير الريض كسر
Et le deuxième VTR, nous allons le voir tout à l'heure, qui concerne la région de Tipaza et la région de Chlef. Justement, Hassan Zahraoui, nous parlions tout à l'heure, moi en 1979, je vais à Sidi Bel Abbas pour y travailler à l'époque. Et j'arrive, je découvre une très belle région et tout. Et je rentre à Bel Abbas et je trouve les rues encombrées de charrettes là, qui vendent à l'étalage. C'était plein de cacahuètes, de figues sèches, de dattes, de bonbons. Et puis les enfants, ils étaient bien habillés. Et puis les gens faisaient la quinte devant les bouchers pour acheter du poulet. C'était comme à Ashura. Oui, c'est le fond. D'ailleurs, il y a un rapport avec Ashura. Oui, tout à fait. Vous nous direz tout à l'heure. Moi, j'ai demandé qu'est-ce que c'est que cette circonstance. Ils m'ont dit quoi? Tu ne connais pas Yennayer? J'ai dit non. Et moi qui venais d'une région berbère, Batna. Je dis non, je ne connais pas. Ils me disent mais ça ne va pas. C'est une fête. Je leur dis qu'est-ce que c'est? Ils disent on ne sait pas, nos ancêtres ont toujours fêté. Ça a toujours été fêté dans tout l'ouest algérien, qui, rappelons-le, est une région non berbérophone. Je ne dis pas non berbère. C'est ça. Qui a perdu le lien avec la berbéréphonie. Alors, expliquez-moi un peu comment ça se fait. Oui, ça se fait que les traditions sont restées, même contemporaines, parce qu'il y a quelque chose qui apparemment résiste à tout. C'est les rituels qui sont fondamentaux, fondateurs. Les rituels fondateurs résistent au temps. Parce que même quand on a oublié la langue, même quand on a oublié d'où on vient, et les rituels semblent persister quand ils sont importants, parce qu'ils sont fondateurs de quelque chose, parce qu'on est relié à la mythologie carrément. Et du coup, on le retrouve, il y a même le carnaval à Tlemcen, quand il y a le Yennayer. Des Sénocides. Voilà, on se déguise. On le fait à Gadamès, en Libye. Absolument. Donc, un peu partout, parce qu'il y a aussi, c'est accompagné parce que Yennayer, on dit c'est le mois de Yennayer, c'est le mois où les morts reviennent sur terre pour pouvoir permettre l'abondance. La période de Yennayer, les femmes ne doivent pas porter le ceinturon. Pour justement être dans la fécondité, pour pouvoir ne pas être dans la stérilité. C'est le renouveau dans toutes ces dimensions. De toutes ces dimensions. Du coup, alors il y a aussi le déguisement. Et du coup, parce qu'on joue les personnages. Des enfants se mettaient des masques. C'est notre Halloween à nous en plus beau. Oui, absolument. Ils allaient demander des beignets, ou de semaines, et se déguiser, et taper aux portes. Voilà, absolument. Halloween berbère. Oui, Halloween berbère. En fait, dans ce Yennayer, cette fête berbère et maziran, qui appartient, je le répète, un patrimoine, pas seulement nord-africain, mais au-delà de l'Afrique du Nord. Donc là où se trouve Maziran, mais même anciennement peut-être Maziran, mais qui ne le sont plus. Mais il n'empêche que il y a ce mois, ce Yennayer est quelque chose d'important, parce qu'il ouvre l'année. Et il faut, d'ailleurs, on utilise généralement le coq, donc et le coq le plus gras possible, pour signifier l'abondance. On utilise aussi des légumes secs, puisque les légumes secs, donc on utilise les haricots. Ça veut dire pour les consommer parce qu'ils sont finis. Maintenant, on va commencer avec les légumes frais à l'avenir. Tout à fait. Les légumes secs, c'est le renouveau, toujours. C'est le renouveau. Et ça, il le fait partout. Et donc aussi, dans le rituel, il faut chasser le mauvais sort. Et on raconte l'histoire d'une vieille qui est frappée d'une malédiction qui, alors, dans l'interprétation, diffère d'une région à l'autre, berbérophone, mazirophone. Et cette vieille qui défie l'hiver, elle sort et parce qu'il y avait du soleil. Elle a été foudroyée, alors certains disent transformée en statue, d'autres, il y a eu un orage et tout. Donc, en fonction de chaque région, il faut exorciser la malédiction de la vieille. Sinon, ça porte malheur. Et du coup, dans Yennayer, on profite de cette occasion pour pouvoir exorciser. Alors, en fonction des régions, alors on a des pratiques locales, bien sûr. Pourquoi les pratiques locales? Parce que, comme les Berbères sont dispersés, on dit donc les fèves dispersées quand on les jette sur une porte. Donc ils sont partout, mais en même temps ils s'adaptent au lieu où ils sont, ils interprètent à leur façon, et puis avec le temps ils ont leur propre rituel. Et ça diffère, mais le fondement est le même. Oui, mais pourquoi dans l'ouest du pays,
qui n'est pas berbérophone. Oui, oui, absolument. Ils fêtent Yennayer sans vraiment connaître le sens ni l'origine. Oui. Alors que Chaouia de mon Oui. enfance et de Oui. ma jeunesse, de mon Oui. adolescence, ne le connaissait plus. Ah Il oui. s'était perdu, s'était Oui. dispersé dans les mémoires. Oui, voilà. Quelle serait l'explication? L'explication, c'est que vraiment, ceux qui sont venus conquérir, il faut dire le mot comme il est, Oui. l'Afrique du Nord, c'est que comme les Berbères, les Maziren, ils ne s'exprimaient pas, ils n'occupaient pas les leviers du pouvoir à partir du moment où ils ont perdu avec Massinissa, avec Gotha, avec les autres, les royaumes de Koukoué, etc. Quand ils ont perdu le pouvoir, du coup, Yenneyer, qui est une fête ancienne, qui devait, il faisait en fait quelque part presque sans le savoir. Pourquoi? C'est une fête païenne, hein, oui, absolument. de rite animiste, Oui, hein, oui, de anti-islamique, rite il n'y a pas de doute animiste, là-dessus. oui, Oui. rite païenne, Ouais. parce qu'elle suit que l'agriculture. Absolument. Alors que chez les Chinois, le divin et le temporel, là, c'est extraordinaire, parce que le Seigneur, celui qui règne sur terre, est envoyé par Dieu, donc il gère le temps en fonction de ce qui est décrit par le ciel. Ça, c'est chez les Chinois. Mais là, effectivement, il pratiquait, certains continuaient de le pratiquer, certaines régions qui résistaient, comme la Kabylie, elle a toujours pratiqué, par exemple, l'Inner. D'autres lieux, il y a d'autres, parce qu'on n'a pas fait suffisamment d'anthropologie, d'ethnologie, pour savoir où ont été conservées les pratiques de Yennayer dans les régions berbérophones, ou anciennement berbérophones. Oui. Mais il le faisait quand même en Kabylie, il le savait toujours, Yennayer existait. Et c'est le rite agraire, mais parce que aussi, on peut dire que la dispersion, la migration et l'urbanisation, le fait d'aller vers les villes, diminuer ce rite agraire. C'est normal, quand on va vers les villes, on n'est plus dans le cycle agricole, on n'est plus enraciné à la terre, on ne suit plus les cycles donc, du printemps, de l'hiver, de l'automne et donc de l'été. Du coup, alors on perd un peu. Ça s'est perdu et après, petit à petit, grâce à l'action des militants justement, qui ont, à un moment donné, ils se sont posé la question, mais d'où on vient? Alors moi, je pense que, comme disait un proverbe africain, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Il faut savoir d'où on vient. Et moi, je ne connais pas d'arbre qui se déploie sans racines. Hein. Plus un arbre est enraciné, plus il fleurit et donne des fruits. Absolument. Alors, avant de regarder le prochain VTR, je crois que vous vouliez saluer des amis. Oui, je voulais saluer des amis et je commencerai par ma fille Leila, Al-Naïs Kaïna. Que je salue aussi. Voilà, et je lui souhaite Yennayer, un bon nouvel an berbère qui est de mère française, mais il n'empêche que son prénom déjà dit beaucoup de choses. Les trois prénoms qu'elle a, Leila Al-Naïs Kaïna. C'est ma fille, mon fruit tardif de la vie, comme disait le chanteur Idir. Il m'a bien beau fruit. Je salue effectivement mon neveu Ali et sa famille, mon neveu Tariq et sa famille, toute ma famille, mon frère, ma soeur. Je salue aussi, je dis Yennayer pour Yennayer Asgossem Gaz et le père de Zinedine Zidane, d'Asmaïl, son épouse Malika, ses enfants, ses petits-enfants. Que je salue aussi, avec grand plaisir. Et son neveu alors d'Iran, auquel j'ai promis de le saluer avec sa famille également. Et le président de la Fondation Zidane en Algérie qui fait beaucoup d'actions dans la discrétion, qui s'appelle Saadi, lui aussi avec sa famille. Je lui dis Asgossem Gaz, comme je dis à ma sœur. Asgossem Gaz, à tous ceux que notre ami vient de saluer. Nous allons regarder quelques images de la région de Tipaza et de la région de Chlef et nous revenons vers Hassan Zahraoui pour conclure. فقد الصغارات دوران تزيري ويوردي ثراه تسلف الحباب دي مولاه ودرندك سيم الطاوان ودرندك سيم الطاوان. نعيش أجواء الاحتفال باستقبال العام الجديد الأمازيغي رفقة عائلة بن عربية التي تحرص على إعداد العشاء أو إمنس يناير المتمثل في أجود وأطيب الأطباق من الكسكس والبغرير وإيكوران وغيرها من المأكولات التقليدية. Je crois qu'il y a eu une petite erreur dans le choix de ce VTR, mais l'auteur nous en excusera, c'est pour la bonne cause. Alors,
Nous allons peut-être conclure sur une note un peu malheureuse, mais il le faut. Comment faire pour mettre fin à cette animosité qui est provoquée par des extrémistes d'un bord et de l'autre bord, des arabistes forcenés qui veulent nier l'identité matricielle de tout un peuple, et de l'autre côté des berbéristes négationnistes, c'est le mot, qui nient ou qui renient ou qui dénient le droit à ce peuple de rester ensemble et qui font feu de tout bois. Comment faire pour nous détacher de ces extrêmes et nous retrouver dans la reconnaissance de nous-mêmes d'abord et dans la reconnaissance des uns des autres, j'allais dire, dans nos diversités et nos particularismes. Voilà. Et donc, juste avant de répondre à la question, je continue un peu. Je souhaite, évidemment, là d'où je viens, où on est venu me chercher, au Télébar 257 boulevard de Belleville, c'est pas de la publicité, Hamid, Sami, Karim et puis Yassine. Bon, et aussi ma sœur, mon frère et tous ceux qui nous regardent, mes belles-sœurs, tous ceux qui me regardent, qui me voient. Mais effectivement, bon, la question est bien posée. Je crois qu'il est important pour que l'Algérie aille de l'avant, qu'elle puisse se regarder non pas dans une histoire courte, mais dans une histoire à dimension anthropologique. C'est-à-dire que les Algériens, il faut qu'ils reconnaissent, les Maghrébins, les Nord-Africains, si on parle du point de vue géographique, il faut qu'ils reconnaissent ces origines quand même imazighanes. C'est ce qui fait que... C'est la matrice. Oui, la matrice. Sur laquelle sont venus se greffer d'autres apports. D'ailleurs, d'après ce que j'ai entendu dire, Monsieur le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a dit qu'un jour, il va falloir fêter Yennayer, on va faire un jour férié et ça ne serait pas... On ne connaît pas le printemps arabe, il a dit, nous, c'est Yennayer. Yennayer, voilà pourquoi le printemps est berbère. Il y a la tafsout et maziran également. Mais je crois que la réconciliation, c'est qu'il faut permettre aussi à ce peuple berbère, à ce peuple amazir, de se réapproprier son identité, d'être fier de son identité. Le chanteur, il disait à juste titre, comment je peux me sentir étranger dans mon propre pays alors que mes ancêtres, des ancêtres de mes ancêtres, ils sont nés. Donc ça, c'est très important. Il faut que d'un côté, on reconnaisse cette dimension amazir dans chacun d'entre nous. Après, bien sûr, il y a eu la relation, il y a une culture berbère, arabe, il y a une culture musulmane, il y a une religion musulmane, il y a eu précédemment, on a eu aussi d'autres héritages, mais c'est vrai que la première des choses, où commencent les extrémismes, c'est quand on dénie à l'autre le droit d'être ce qu'il est. Alors ça, c'est vraiment, je pense que c'est l'une des explications qui font que... à cette réaction épidermique d'exécration. Oui, parce qu'on se dit, pourquoi on me nie, pourquoi on m'enterre vivant. Alors moi aussi je vais nier, je vais haïr. Absolument, oui, la négation amène la négation. Absolument. Et pourquoi on me nie, pourquoi alors ça, on ne rendra jamais assez hommage à l'Académie berbère, aux militants de la mazirité, à tous ceux qui ont combattu pour que la mazirité soit devenue un des fondements culturels, linguistiques de l'Afrique du Nord. Et du coup, la réconciliation se fait par la reconnaissance mutuelle. Absolument. Merci Hassan Zahraoui, ça a été un vrai plaisir que de vous avoir. C'était réciproque. Merci et encore Gossam Gaz pour vous et votre famille. Merci beaucoup. Et merci à notre ami Rachid de Batna. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Et je vais vous dire quelque chose. Es Gaz, am Gaz. Merci beaucoup.